Quand j'étais petit, j'ai été pétrifié par un livre. Si vous reconnaissez cette couverture verte, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, imaginez des contes pour enfants, mais cauchemardesques. Alors, évidemment, j'ai grandi. Et pourtant, il m'arrive encore de frissonner en lisant certaines œuvres, même quand elles ne sont pas de la collection Chair de Poule. Et aujourd'hui, c'était essentiel pour moi, sur cette chaîne sur laquelle je vous partage mes expériences de lecture les plus marquantes, de parler de ces livres qui font peur. Alors accrochez-vous, car on va plonger dans 5 d'entre eux. D'ailleurs, avant qu'on se lance, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me fait le plus peur ? Le surnaturel ou le trop réaliste ? Les fantômes ou les tueurs en série ? Dites-le moi en commentaire, et à l'issue de cette vidéo, vous devriez vous être fait un avis. Commençons par le moins effrayant de la sélection, et ça va aller crescendo. Ce premier est assez soft. À vrai dire, ce n'est pas à proprement parler un livre d'horreur. Pourtant, certains passages m'ont fait frissonner et au global, il m'a laissé une impression marquante. C'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'étais à Moscou, en Russie. Avec des amis, nous étions posés dans l'un des parcs les plus célèbres de la ville, les étangs du Patriarche. Et si ce lieu est si célèbre, c'est justement parce que c'est celui où débute ce roman. Un inconnu s'immisce dans une conversation avec Berlioz, un athée qui dirige la scène littéraire locale. L'apparence de ce nouvel arrivant est troublante, presque effrayante. Ensemble, ils se mettent à débattre de l'existence de Dieu. Et alors que les esprits s'échauffent, l'inconnu prédit à Berlioz qu'il ne sera pas présent à la réunion où il est attendu le soir même et qu'il mourra la tête coupée. Or effectivement, Berlioz glisse sous un tramway et est décapité. Eh bien, le personnage inconnu dont il s'agit, c'est Satan. Et il débarque sur Terre avec une clique de personnages tous plus étranges les uns que les autres, qui forment ensemble un grand défilé, prêt à jouer des tours cruels à l'élite de Moscou. Parmi eux, on trouve un tueur, du nom d'Azello, mais aussi un chat noir et narquois qui m'a fait hurler de rire, Behemoth. Et enfin, une jeune et impudique sorcière aux cheveux roux est là. Regardez comment cette troupe s'en prend à ces pauvres victimes. Là, ils sont dans un théâtre et ils décident de s'en prendre à l'un des administrateurs. Les deux brigands s'évaporèrent. Et à leur place apparut dans le vestibule une fille totalement nue. Une rousse aux yeux brûlants et phosphorescents. Varienoucha comprit que cette chose-là était bien la plus terrible de toutes celles qui lui étaient arrivées, et il se rejeta contre le mur en poussant un gémissement. « Laisse-moi t'embrasser », lui dit tendrement la fille, et ses yeux brillants furent soudain tout proches des yeux de Varienoucha. C'est un roman dans lequel il y a des passages qui font frissonner, mais il ne fait pas que peur. C'est un festival d'émotions différentes. Et puis c'est une histoire d'amour entre le maître, un écrivain qui écrit sur la vie de Jésus, et puis cette jeune femme, Marguerite, avec de nombreux passages mystiques, religieux et historiques, et puis une satire de la Russie soviétique de l'époque. C'est un chef-d'œuvre, et pourtant quand on en parle, on a l'impression d'un mec qui raconte un long rêve bizarre après une nuit trop arrosée. Ouais mec, cette nuit j'ai rêvé que le diable débarquait sur Terre, flanqué d'une clique de personnages tous plus bizarres les uns que les autres, dont un chat drôle et un peu cruel, et puis il fait face à l'histoire d'amour passionnel entre un écrivain et une jeune femme, puis l'Union soviétique des années 30. Bref. Ce livre, c'est un excellent moyen pour découvrir la littérature russe. C'est plus court que Guerre et Paix, plus drôle que Crime et Châtiment. Et pourtant, vous vous imprégnerez de cette culture dans laquelle la littérature est si importante et si riche. Et en bonus, ça vous donnera quelques idées de costumes pour Halloween. Passons un créneau au-dessus. Si ce qui vous fait peur, c'est la folie, vous êtes au bon endroit. La folie, celle de ceux qui peuvent partir en vrille et devenir des criminels du jour au lendemain. Mais aussi la nôtre, quand on est gagné par la panique. Aujourd'hui, on va parler de Maupassant. Quand on lit le Horla, on ne sait plus si on est fou ou pas. Quand on lit sa nouvelle Sur l'eau, on a l'impression qu'on est fou. Et quand on découvre fou, point d'interrogation, on sait qu'on lit le journal intime de quelqu'un qui l'était certainement. Et à chaque fois, on frissonne. Car Maupassant, c'est un maître dans l'art de la nouvelle. En quelques phrases, il te dépeint une atmosphère qui t'immerge et sans que tu l'aies vu venir, tu te mets à psychoter. Mon exemple préféré, c'est sa définition de la peur, dans une nouvelle parue en 1882 qui s'intitule La peur. Un marin y raconte comment, un jour de tempête, il a cru y passer. Et combien il a eu peur. Et puis, l'un des autres convives sort de son silence et lui rétorque « Non. Ce que vous décrivez, ce n'est pas de la peur. Je vais vous raconter, moi, ce que c'est réellement que la peur. Vous dites, commandant, que vous avez eu peur. Je n'en crois rien. Vous vous trompez sur le mot et sur la sensation que vous avez éprouvée. Un homme énergique n'a jamais peur en face du danger pressant. Il est ému, agité, anxieux. Mais la peur, c'est autre chose. » Le commandant reprit en riant. « Fichtre, je vous réponds bien que j'ai eu peur, moi !» Alors, l'homme au teint bronzé prononça d'une voix lente. « Permettez-moi de m'expliquer. La peur, et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu, quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face de risques vagues. La vraie peur,
C'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit aux revenants et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. Et en fait, à la fin des nouvelles de Maupassant, il s'avère souvent que ce qui nous terrorisait quelques instants auparavant n'était en réalité qu'une chose banale. Mais c'est justement ce avec quoi Maupassant joue avec brio, notre esprit, qui perd les pédales, si vulnérable. Si je fais cette chaîne, c'est pour que vous puissiez vous emparer de ces recommandations, bien sûr les lire vous-même, mais aussi les partager à vos amis et leur donner envie pour que tous ensemble on constitue cette communauté. Ça m'importe beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires et que vous vous abonniez aussi pour montrer que mon travail vous plaît et que vous avez envie d'en voir plus. Ça m'encourage, ça me soutient et ça me touche énormément. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui s'abonnent et qui s'abonneront dès maintenant, j'espère. Pour le maître de la peur suivant, celui-là, ce sera mon livre d'Halloween. Et pour une fois ici, je vais vous parler d'un ouvrage que je n'ai pas encore lu. Mais en préparant cette vidéo, un ami m'a recommandé Bazar de Stephen King. Et en quelques mots, il m'a décidé à le lire et à vous en parler. Bazar, c'est l'histoire d'une petite ville dans laquelle, un matin, un brocanteur vient s'installer. Dans sa boutique, le bazar des rêves, on trouve exactement ce qu'on cherche, parfois depuis toujours. Mais dans cet étrange endroit, on ne paye pas avec de l'argent. On paye avec un petit service. Par exemple, une blague anodine à faire à son voisin. Et puis, petit à petit, ce qui se passe dans ce visage est une descente aux enfers terrifiante dont personne ne sortira indemne. Bazar parle de communauté, de la fragilité des relations humaines, de la violence qu'il y a en chacun de nous et du diable qui peut se cacher partout. Et mon pote me dit, c'était le Stephen King préféré de mon père et le premier que j'ai lu. Je te le recommande chaudement à toi et à tous ceux qui suivent ta chaîne. Bon, on est d'accord que ça fait envie. Alors, je vous propose qu'on le lise ensemble. Et d'ailleurs, en parlant de lire ensemble, un petit jeu à faire quand on est tous sur le même livre, surtout d'horreur, je vous propose de trouver et de noter la phrase ou le paragraphe le plus effrayant qui soit et de m'envoyer vos sélections sur Instagram pour qu'on compare nos choix que je partagerai dans mon canal. Passons tout de suite au 4e maître de la peur. Si vous cherchez des histoires de crimes qui se passent aujourd'hui, dans notre société, et qui pourraient vous concerner, j'ai le livre qu'il vous faut, Minuit-1 de Sébastien Lejean. Quand son éditeur m'a dit que c'était un premier roman, je m'attendais à une œuvre pas ouf. Pourtant, ce livre m'a littéralement tenu en haleine toute une nuit. Je l'ai commencé, je crois, vers 23h, et je l'ai terminé à 5h30 du mat. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé, et j'étais quand même pas rassuré d'éteindre la lumière en m'endormant. Et ce qui m'a fait le plus flipper, c'est l'idée que les craintes des personnages principaux pourraient vraiment se réaliser. Je m'explique. On commence sur un double crime. D'un côté, un PDG qu'on retrouve assassiné dans un bunker pourtant censé le protéger des catastrophes vers Paris. De l'autre, un YouTuber qu'on retrouve noyé dans un étang de la région lyonnaise. A priori, pas de lien apparent entre ces deux morts. Et pourtant, les deux enquêtes vont en réalité pointer dans une même direction, le survivalisme. Le survivalisme, c'est une mouvance persuadée qu'un grand effondrement de notre société est inévitable, qu'il va se produire. Et dans ce livre, ils font froid dans le dos. Leur credo, c'est le suivant. Il a fallu des siècles pour que l'homme, cet animal violent, cruel et égoïste, se pare d'un vernis de civilisation. Il ne faudra que quelques jours pour qu'il le perde. Les adeptes du survivalisme se préparent à cet effondrement. Et pour certains, ils cherchent même à le précipiter. Alors quand le personnage principal, qui est policier, Ronan Sénéchal, enquête sur ce qui se trame, il croit avoir affaire à quelques allumés qu'il va rapidement coffrer. Sauf que ça, c'était avant que ça ne se retourne contre lui aussi, et que la panique le gagne autant qu'elle gagne le lecteur. Parce qu'au-delà du crime, le plus effrayant, c'est qu'on se dit que ça pourrait réellement arriver. Ce bouquin m'a fait remettre en question la stabilité de notre société. En le lisant, on se dit, purée, c'est vrai qu'il faudrait quand même pas grand-chose pour qu'elle déraille cette société. À peine une catastrophe naturelle un peu plus forte que d'habitude, ou un choc inhabituel comme on l'a connu en 2020, accentué par quelques grains de sable aux intentions criminelles, et puis en un rien de temps, on peut perdre les pédales. Alors évidemment, on se rassure, mais non, ça n'arrivera pas, y a toujours des garde-fous, on a su réagir à toutes les crises, le 11 septembre, la crise financière, le Covid, et c'est très largement le plus probable. Alors t'es là, tu dis ouf, c'est bon, je tourne la page, et puis le prochain chapitre s'ouvre sur l'effondrement. Se produira précisément parce qu'on n'y croit pas. Et c'est reparti pour la psychose. Bref, Minuit-1, c'est un thriller complètement haletant, si réaliste, que je vous recommande de ne pas le lire trop tard le soir, vous pourriez en perdre le sommeil. Et pour terminer, ma dernière recommandation. Tous les auteurs dont j'ai parlé, ces maîtres de la peur, eux-mêmes en ont un de maître, leur maître à tous. Quelqu'un qui a influencé tous ceux qui ont écrit sur la peur à sa suite, la légende Edgar Allan Poe. Quand j'ai parlé de Poe sur Instagram en amont de cette vidéo, vous êtes très nombreux à avoir réagi. Visiblement, je suis pas le seul à l'avoir découvert enfant. Et en me replongeant dans son œuvre, Nouvelles histoires extraordinaires, un titre a fait ressurgir un souvenir lointain, la mort rouge. Dans la mort rouge,
un prince, totalement insouciant à l'épidémie qui ravage pourtant le peuple dehors, s'enferme dans son abbaye avec 1000 courtisans pour organiser un grand bal masqué. Mais là, un invité surprise s'invite à la fête et vient semer la terreur, la mort rouge. Écoutez et plongez-vous dans l'ambiance. Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire et, saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue, droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie, ne logeait aucune forme palpable. On reconnut alors la présence de la mort rouge. J'ai encore des souvenirs très nets des illustrations qui accompagnaient ce récit dans le livre que j'aimais feuilleter enfant, et c'est vraiment ressurgi au moment où j'ai repris ce livre. Parce qu'en vrai, il y a tout chez Poe de ce qui suscite la peur. La mort incarnée qui vient nous chercher jusque chez nous, comme dans le masque de la mort rouge, la peur du surnaturel, qu'on trouve par exemple dans La chute de la maison Usher, qui a certainement influencé la définition de Maupassant que je donnais tout à l'heure, ou encore le génie criminel humain et son sadisme, qui se traduit par exemple dans Le cœur révélateur par cette phrase terrible « Je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre ». D'ailleurs, Edgar Allan Poe était américain, mais c'est Baudelaire qui a traduit ses écrits, et ça en fait presque une œuvre du patrimoine littéraire français. Et d'ailleurs, quel patrimoine ? Barbey d'Aurevilly, qui est un auteur qui s'y connaît très bien en horreur, puisque lui-même est célèbre pour ses nouvelles Les Diaboliques, disait de Poe, depuis Pascal peut-être, il n'y eut jamais de génie plus épouvanté, plus livré aux affres de l'effroi et à ses mortelles agonies, que le génie panique d'Edgar Poe. Pourtant, malgré son génie, Edgar Poe a eu une vie très difficile. Il est devenu orphelin tôt, il a connu la maladie et la mort de son épouse puis la sienne. Il a vécu toute sa vie dans la misère et une partie de ses contemporains n'ont pas reconnu son talent. Et aujourd'hui, il est reconnu comme le maître de la peur qu'il était. On apprécie ses chefs-d'œuvre et je vous invite à les redécouvrir et lui rendre hommage en les lisant. Avant de conclure, quelques conseils pour les enfants. Si vous voulez y aller plus soft, il y a des personnages qui font déjà bien peur dans Les Chairs de poule dont j'ai parlé, mais aussi dans Tintin. À vrai dire, moi, c'est les premiers personnages qui m'ont suscité ces émotions de peur. C'est la momie dans les 7 boules de cristal et surtout le fakir des cigares du pharaon. Quand j'étais enfant et que j'allais à la cave, je remontais 4 à 4 l'escalier dardard parce que j'avais l'impression que le fakir était tapis dans l'ombre et il me dardait de son regard beaucoup trop intense. C'était terrorisant. Puis la série des Chairs de poule est excellente. Moi, j'étais marqué par Souhait dangereux notamment, où une jeune fille voit ses vœux exaucés par une mystérieuse personne, mais en fait, au lieu d'améliorer sa vie, ça la rempire. Bon, j'espère que cette liste vous a inspiré et que ces livres vous feront autant d'effet qu'à moi. Pour les lire, je vous recommande de vous mettre dans l'ambiance, si possible seul, avec une lumière tamisée et une tisane, le soir. L'expérience n'en sera que plus intense. Avant de partir, parlez-moi des livres qui vous ont fait le plus peur, aujourd'hui ou quand vous étiez enfant. Je suis curieux de vous lire, dites-moi ça en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, pensez à vous abonner.